Voilà, Daniel, tu es animateur, tu peux partager. Très bien, parfait. Alors, j'ai retrouvé le PowerPoint. Ok, Ok, normalement, là, vous devez voir mon écran, hein. Exact. Parfait. Et là, normalement, vous devez voir mon PowerPoint. C'est petit. Top. C'est bon, tu peux commencer, c'est parfait. Allez, super. Donc, la semaine dernière, pour ceux qui étaient absents, on avait commencé à parler de la ceinture scapulaire. Donc, on avait un peu dégrossi le premier segment du squelette du membre thoracique et on avait parlé notamment de la clavicule, on avait parlé de la scapula et on avait parlé de l'humérus. Donc, c'était les trois principaux os qui formaient le segment proximal du squelette du membre thoracique. Aujourd'hui, on va parler de la partie un peu plus fonctionnelle du membre thoracique, donc la partie qui est un peu plus distale, et notamment du radius, de l'ulna, du squelette du carpe, du squelette des doigts, et ensuite on attaquera, donc on essaiera de faire ça assez rapidement, et ensuite on passera au squelette du membre pelvien. Alors, on va commencer par le premier os, donc toujours, toujours dans le même raisonnement que comme on avait fait les os précédents. On va essayer tout d'abord de s'attacher à catégoriser l'os qu'on a en face de nous. Donc, le radius, il faut d'abord connaître sa morphologie. Donc, le radius est un os long et bilatéral. Alors, je vous rappelle qu'au premier cours, celui qu'on a fait la semaine dernière, on avait évoqué une nuance entre les os qui étaient définis par le terme allongé et les os qui étaient définis par le terme long. Le radius est un os long, c'est-à-dire qui contiendra deux épiphyses et une diaphyse, et il sera le lieu de production de moelle osseuse. Donc, c'est un os long et bilatéral, et il fait partie du squelette de l'avant-bras, donc c'est l'os latéral de l'avant-bras. Donc, vous vous rappelez que le radius, c'est l'os qui est le plus proche du pouce. Donc, côté pouce, on a le radius, côté petit doigt, on a l'ulna. OK? Donc, c'est l'os latéral de l'avant-bras. Et cet os-là, c'est l'os qui va permettre des mouvements de pronation et de supination. Alors, je ne sais pas si vous voyez aussi ma caméra en même temps, mais les mouvements de pronation et de supination, c'est des mouvements qui permettent, si vous voulez, la surconduction de l'avant-bras. C'est-à-dire, c'est eux qui vont nous permettre d'avoir la possibilité soit de mettre notre main vers le haut, ça c'est ce qu'on appelle la supination, en général, on s'en rappelle parce que supination, ça vient de supplier. Et quand on supplie, notre main, elle est vers le haut. Et pronation, ça veut dire la main, la paume de la main vers le bas. Donc, c'est grâce au jeu des articulations entre le radius et l'ulna qu'on va pouvoir, euh, avoir ces mouvements de pronation et de supination. Alors, ce qu'il faut remarquer, dans le premier schéma que je vous ai mis ici, c'est que lorsque la paume de la main, elle est vers le bas, donc c'est, si vous voulez, là où c'est marqué pronation, donc en mouvement de pronation, on constate que le radius, à son extrémité distale, il recouvre l'ulna par le haut. Je vais essayer de vous mettre un pointeur si j'arrive. Ah, on ne peut pas le faire, bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, vous voyez bien que au niveau de son extrémité distale, la partie un peu volumineuse du radius, elle recouvre l'ulna par en dessus, par au-dessus. OK? Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'anatomie fonctionnelle du radius. Maintenant, on va passer à l'anatomie descriptive du radius. Donc le radius,
qui possède, comme tout os long, une diaphyse et deux épiphyses. Et donc, cette diaphyse, elle comporte deux faces et deux bords. Donc, la face antérieure de la diaphyse du radius, il n'y a pas tellement de choses, il n'y a pas tellement d'éléments particuliers sur cette face. Seulement, il faut retenir que cette face-là, elle est étroite à son extrémité proximale. Et au plus on va en distalité, au plus on descend vers la main, et ben, au plus cette face, elle s'élargit. On a un bord antérieur qui est oblique en dehors, puis vertical, et qui souligne la courbure pronatrice. Alors, sur ce schéma-là, vous le voyez mieux. Donc, le bord antérieur qui est représenté par la légende numéro 6 sur le schéma de gauche. Donc, d'abord, ce bord, il est oblique. Il part du col du radius. Il est oblique en bas et en dehors. Puis, il descend de manière horizontale. Donc, cette courbure qui est définie par, par, par ce bord antérieur du radius, elle va permettre l'insertion d'un muscle qu'on va appeler le muscle rond pronateur. Donc, muscle rond pronateur, comme le laisse entendre son nom, c'est le muscle qui va être responsable des mouvements de pronation. OK ? Il n'y a pas tellement d'autres choses à dire. Ensuite, on a le bord antérieur, qu'on dit interosseux, médial et tranchant. Donc, c'est le bord qui est situé juste ici et qui donne lieu à la membrane interosseuse. Donc, si vous remarquez, cette membrane interosseuse, elle n'est pas continue. OK ? Elle est discontinue et elle est de manière ponctuelle, traversée par des petits orifices qui livrent passage aux nerfs et aux vaisseaux du bras. OK ? Donc ça, c'est concerné la plus grande partie de l'os, c'est-à-dire la diaphyse. Maintenant, on va passer à l'épiphyse proximale. Donc l'épiphyse proximale, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'épiphyse proximale, c'est la partie proximale du membre. Alors, cette partie proximale est une partie qui est articulaire. OK ? Et elle comporte trois choses. La tête du radius, le col du radius et la tubérosité du radius. Donc, la tête du radius, pour vous la situer, c'est ce qui est représenté ici par la flèche numéro 8. OK ? Le col du radius, c'est ce qui est représenté par la flèche numéro 13. Et la tubérosité du radius, c'est ce qui est représenté par la flèche numéro 7. Alors, pour bien comprendre cette partie du radius, qui est la plus complexe du cours à mon sens, il faut revenir aux os avec lesquels le radius s'articule. Donc le radius, on avait vu la semaine dernière, qui s'articulait avec l'humérus grâce au capitulum de l'humérus, mais il s'articulait aussi avec l'ulna. Donc, il faudra retrouver sur ce schéma quelle partie de l'épiphyse proximale est articulaire avec quel os. Donc, premièrement, sur cette face supérieure du radius, on peut remarquer une chose, c'est que la surface articulaire, elle ressemble un peu à un cylindre. Et si on remarque bien, ce cylindre, il est plus épais au niveau de sa partie médiale qu'au niveau de sa partie latérale. OK ? Donc, dans le cours, on vous dit que la tête du radius, c'est un segment de cylindre vertical plus haut en dedans, et il se termine par ce qu'on appelle le biseau de la tête radiale, qui est juste ici, et qui est indiqué par la flèche numéro 12. Donc, il faut s'imaginer une chose, c'est que cette tête du radius, eh ben, sur sa partie supérieure, donc par la flèche numéro 10, donc uniquement le bord supérieur de la tête radiale est articulaire avec l'humérus. Donc cette face supérieure, là, on ne vous le représente pas, mais si on prend un radius et qu'on le regarde par le haut, on peut voir que cette face supérieure, elle est légèrement
excavée, donc il y a une légère dépression à ce niveau-là, et c'est elle qui va permettre de s'articuler avec le capitulum de l'humérus. OK? Donc, retenez bien, ça c'est vraiment des pièges typiques. Face supérieure de la tête radiale, c'est la surface articulaire avec l'humérus, et la circonférence articulaire, donc le reste du cylindre, il va s'articuler avec l'ulna. OK? Très bien. Ensuite, la deuxième partie de cette épiphyse proximale, c'est le col. Donc le col, il n'y a pas tellement de choses à savoir. C'est juste que ce col, pourquoi on l'appelle col? C'est comme le col de notre cou. C'est un rétrécissement du radius. Donc, étant donné que le radius se rétrécit à ce niveau-là, on a défini une zone un peu particulière qui s'appelle le col. OK. Ensuite, on a une troisième chose, c'est la tubérosité du radius. Cette tubérosité, elle est juste ici. Alors, juste, si c'est possible, je ne sais pas c'est qui a son micro qui est activé, mais est-ce que ce serait possible de le désactiver? Bon, je pense qu'il doit pas m'entendre. C'est pas grave. Donc, troisième chose de ce col, c'est la tubérosité du radius. Donc, la tubérosité du radius, c'est une sorte de protubérance qui est ici représentée en 7. Et cette protubérance, elle donne insertion à un muscle qui s'appelle le muscle biceps brachial. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière de faire bien attention aux muscles du squelette du membre thoracique, parce que ici, ce n'est pas le muscle brachial, mais c'est bien le muscle biceps brachial qui s'insère. Et cette question, elle tombe systématiquement chaque année au concours. Il faut bien la connaître. Alors, je vous rappelle que le muscle biceps brachial, c'est un muscle qui appartient à la coiffe des rotateurs. Ce muscle, il va partir de l'extrémité supérieure de l'humérus, puisque je vous rappelle que la semaine dernière, on avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce schéma-là, que à ce niveau-là, donc dans la gouttière intertuberculaire, qui est représentée par la flèche numéro 16, il y avait l'insertion du chef long du muscle biceps brachial, qui était maintenu dans ce sillon par le ligament huméral transverse. Donc, retenez bien que le même muscle qu'on avait vu plus haut, c'est ce même muscle-là qui va se terminer sur la tubérosité du radius. OK? Très bien. Donc, ça, c'était pour ce qui était de l'extrémité proximale. Maintenant, on va passer à l'épiphyse distale. Alors, l'épiphyse distale, elle est un peu plus compliquée à mon sens, parce qu'elle est un peu, comment dire ça, un peu hétérogène. Donc, l'épiphyse distale, la première chose qu'on peut noter sur les schémas, c'est que l'épiphyse distale, elle est terminée par une sorte de petite appendice, une sorte de petite épine qui descend vers le bas de 1 cm. Et cette épine-là, on va l'appeler le processus styloïde. Alors, j'attire votre attention sur ce terme, processus styloïde. Lorsque vous allez un peu plus, vous allez bien réviser le polycope, vous allez vous rendre compte que le terme processus styloïde, il est utilisé à tort et à travers dans énormément de situations. Vous allez voir qu'au niveau de l'os temporal, on a un processus qui s'appelle le processus styloïde. Au niveau de l'ulna, on a aussi un processus styloïde. Au niveau du tibia, on a aussi un processus styloïde. Donc, au final, le terme processus styloïde, il n'est pas spécifique du radius, il veut simplement dire un petit prolongement osseux. OK? Donc, ce processus styloïde, il est très important parce que si vous remarquez bien, eh ben, les os du carpe, au final, ils ont une surface qui est assez plate. Et ce processus styloïde, il va former comme une sorte de gaine avec le processus styloïde de l'ulna qui va permettre, si vous voulez, de faire comme une sorte de crochet qui va tenir les os du carpe. Et c'est ça qui va permettre que l'articulation du poignet ne se luxe pas. OK? Donc, ce processus styloïde, il va former avec le processus styloïde de l'ulna une ligne
qu'on appelle la ligne bistyloïdienne. Donc, c'est la ligne qui va joindre le processus styloïde du radius. Donc, je vous rappelle que le radius, il est toujours positionné latéralement par rapport à l'ulna et il est toujours plus volumineux que l'ulna. Et le deuxième processus styloïde de cette ligne bistyloïdienne, c'est le processus styloïde de l'ulna. Alors, cette ligne bistyloïdienne, elle va avoir une pente d'environ 1 cm. OK? C'est-à-dire que si on fait un triangle en considérant que cette ligne bistyloïdienne, c'est l'hypoténuse, eh ben, la hauteur de ce triangle, ça va être d'à peu près 1 cm. Et dans votre polycope, on vous dit que ça intéresse particulièrement les médecins parce que lorsque la pente de cette ligne bistyloïdienne, elle se réduit, donc elle passe de 1 cm à 0,5 cm par exemple, eh bien, ça signifie qu'il y a un des deux os qui s'est fracturé à son extrémité distale. Okay, donc il y a un segment d'os qui va descendre, qui va remonter un peu plus haut lors de la fracture. Et lorsqu'on va examiner un patient, eh bien, ça va nous permettre de savoir si c'est une fracture, si c'est une luxation ou autre chose. Okay, donc ça, c'est pour ce qui est le processus styloïde. Maintenant, on va revenir à ce qu'on vous dit dans votre polycope. Donc, dans votre polycope, on vous dit que cette épiphyse distale, elle possède 4 faces. Donc, cette épiphyse distale, elle est volumineuse, elle est quadrangulaire, elle est légèrement aplatie d'avant en arrière, et elle se prolonge en bas et en dehors par un processus styloïde. Donc, concernant la face postérieure. Donc, la face postérieure, je ne sais pas si... Voilà, la face postérieure qui vous est représentée ici, elle descend un peu plus bas que la face antérieure. D'ailleurs, on le voit ici, la face antérieure, eh ben, elle s'arrête un peu plus haut, alors que la face postérieure, elle descend un peu plus bas. Cette face postérieure, elle est traversée par une gouttière qu'on appelle la gouttière des extenseurs. Okay, cette gouttière des extenseurs, elle va laisser passage au tendon extenseur des doigts. D'ailleurs, ces tendons extenseurs des doigts, si vous regardez bien sur votre main, eh ben, ils sont plutôt situés au niveau de la face postérieure de votre main. Au niveau de la paume de vos mains, moi, je ne vois pas de tendons. Par contre, au niveau de la face postérieure de votre main, vous avez des tendons. D'accord? Juste une petite précision. Ces tendons extenseurs de doigts, OK, ils s'insèrent sur les épicondyles médiaux de l'humérus. OK? Donc, je vous avais dit qu'il y avait 2 trucs dans l'humérus. Il y avait les épicondyles médials et les épicondyles latérales. Les épicondyles médiaux, c'est eux qui vont donner insertion à la partie proximale de ces extenseurs du doigt. Et ces extenseurs, ils vont descendre derrière le radius, passer dans cette gouttière des extenseurs et ensuite s'insérer sur les doigts. OK? Donc ça, c'est pour ce qui est de la face postérieure. Pour la face inférieure, pour la face médiale, donc la face médiale, on ne la voit pas ici, voilà, on la voit mieux ici. Donc, elle est triangulaire. Alors, moi, je n'ai jamais compris pourquoi ils appelaient ça triangulaire. Moi, je ne vois pas de triangle ici. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle présente une petite incisure qui est ici. Et cette petite incisure, qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle l'incisure ulnaire du radius. Alors, j'attire ici votre attention sur un potentiel distracteur dans les QCM, c'est que retenez bien que dans le squelette de l'avant-bras, on a 2 choses. On a l'incisure ulnaire du radius qui se trouve ici. Donc, l'incisure ulnaire du radius, elle est située sur le radius. Et on a l'incisure radiale de l'ulna qui, elle, se trouve à l'extrémité proximale de l'ulna. OK? On va la revoir juste après. L'incisure radiale de l'ulna, elle doit être par ici. Bon, on y reviendra après. OK? Donc, retenez bien, incisure ulnaire du radius située au niveau de la face médiale de l'extrémité inférieure du radius.
OK, donc ça, c'est pour ce qui est de la face médiale. La face latérale, on en a parlé déjà. Et la face inférieure, donc c'est la face qui est articulaire avec le carpe, dont deux os principales, le scaphoïde et le lunatum. Alors ça, on va le revoir juste après. Je vous passe les détails. Très bien. Donc ça, c'était pour ce qui est du radius. L'ulna, c'est un os c'est le deuxième os de l'avant-bras. Donc l'ulna, c'est un os qui a aussi une très grande importance fonctionnelle et c'est le deuxième os de l'avant-bras. Donc contrairement au radius qui était situé en dehors, l'ulna il est situé en dedans. Ok. Cet ulna, c'est un os long et bilatéral et il est, comme vous le voyez sur ce schéma, il se termine un peu plus haut que le radius. Ok. Donc vous voyez ici que l'incisure radiale de l'ulna dont je vous ai parlé, eh ben, elle est bien au niveau de l'extrémité supérieure de l'ulna, alors que l'incisure ulnaire du radius, là on ne la voit pas, eh ben, elle est au niveau de l'extrémité inférieure du radius. OK? Et là, sur ce schéma, vous pouvez bien voir que c'est bien la circonférence articulaire du radius qui s'articule avec l'ulna et pas la face supérieure de la fovea radiale. OK? Donc, si vous voulez, il y a ce cylindre-là, et ce cylindre-là, il va venir tourner au niveau de cette incisure pour permettre au radius de faire les mouvements de pronation et les mouvements de supination. OK? Très bien. Donc ça, c'est pour les grandes lignes de là. Maintenant, on va passer à Slon. Elle possède trois choses. Une épiphyse proximale, une diaphyse et une épiphyse distale. Donc, l'épiphyse proximale, elle est particulièrement importante. Pourquoi? Parce que cette épiphyse proximale, si vous voulez, c'est la plaque tournante des articulations du squelette du membre thoracique. Vraiment, c'est l'endroit le plus fonctionnel du squelette du membre thoracique. C'est là où vous pouvez, si on n'a pas cette articulation-là, tous les mouvements de pronation et de supination, ils seraient menacés. Donc, l'épiphyse proximale, elle est constituée par deux processus qui circonscrivent une cavité articulaire en forme de crochet, l'incisure trochléaire. Alors, pour bien comprendre ce passage, il faut repartir sur l'articulation du coude. Au niveau de l'articulation du coude, on a l'humérus qui vient s'incrémenter, qui vient s'enquiller dans l'ulna. Et si vous voulez, la congruence entre les deux, en fait, si vous voulez, l'humérus, il est maintenu dans l'ulna grâce à deux choses. Un premier bec supérieur, qu'on va appeler le processus olécranien, ok? Donc, processus olécranien qui est ici, et un deuxième bec qu'on va appeler le processus coronoïde. Ok, ce processus coronoïde, il est situé juste ici. Donc, ces deux becs-là, ils vont, si vous voulez, pincer l'humérus, et c'est ça qui va permettre de le maintenir à l'intérieur de sa loge. Donc, ces deux processus, on les appelle les processus olécraniens. Donc, le processus olécranien, c'est ce processus-là qui est situé verticalement. Donc, c'est, si vous voulez, le mur de cette pince-là. Et donc, il va former la face antérieure de l'incisure trochléaire. OK? Donc, retenez juste un truc, c'est que on a le processus olécranien. Donc, le processus olécranien, il est là. Et ce processus olécranien, il va définir comme une sorte de petit bec. J'essaye de zoomer au maximum dessus. Une sorte de petit bec qui va le prolonger en avant. Ce n'est pas super important à connaître. Donc, on va continuer. Ensuite, on a le processus coronoïde. Le processus coronoïde, c'est un processus, c'est une sorte de pyramide qu'on voit ici. Donc, vous voyez bien la forme triangulaire du processus coronoïde, dont la base est implantée
sur la face antérieure de l'épiphyse proximale. Donc, ici, on a la tubérosité de l'ulna qui se prolonge sur le processus coronoïde. Donc, sa face supérieure, qui est ici, elle va s'articuler avec la trochlée fémorale et elle va former la partie la partie inférieure du processus trochléaire. OK? Donc, je vous avais dit que ce processus coronoïde il se terminait en bas par une sorte de renflement osseux. Ce renflement osseux, ce qu'on appelle la tubérosité de l'ulna sur lequel va s'insérer le muscle brachial. OK? Donc, retenez bien, ça, la tubérosité du radius, elle donne insertion au muscle biceps brachial et la tubérosité de l'ulna, elle donne insertion au muscle brachial. Dans les QCM et surtout sous l'effet du stress, c'est très facile de vous faire le piège en vous inversant les deux muscles et ça peut parfois parfois vous faire perdre des points. OK? Dernière chose sur ce processus coronoïde, c'est que vous remarquez qu'au niveau de la face latérale, à part cette tubérosité de l'ulna, il y a une sorte de sillon. Okay, donc ce sillon, c'est ce qu'on appelle la petite cavité sigmoïde ou l'incisure radiale de l'ulna qui s'articule avec la surface articulaire du radius. Okay, donc ça, on en avait parlé déjà. Parfait. Maintenant, on va passer à l'ulna, enfin à l'autre épiphyse de l'ulna. Donc, l'autre épiphyse de l'ulna, donc l'épiphyse distale de l'ulna, il n'y a rien de particulier à connaître, rien de très notable. Donc, la tête de l'ulna, comme je vous avais dit, elle s'articule avec l'incisure ulnaire du radius. Elle comporte un processus styloïde qui est situé en dedans de la tête. Regardez sur ce schéma. Le processus styloïde du radius, il est situé en dehors de la tête, alors que ici, le processus styloïde de l'ulna, il est situé en dedans de la tête. Et là, on voit bien que le processus styloïde du radius, il descend beaucoup plus bas que le processus styloïde de l'ulna. Très bien. Donc ça, c'était pour les deux extrémités de l'ulna. Juste, on va faire un petit point sur la diaphyse. Donc, la diaphyse, il faut comprendre une chose, c'est que cette diaphyse, là, on vous la représente de manière rectiligne, mais en réalité, cette diaphyse, j'ai essayé de vous trouver un bon schéma dessus. Donc, cette diaphyse, elle est contournée en S italique. OK? Donc là, bon, c'est très légèrement marqué, mais retenez que la diaphyse, elle est complètement déformée sur son axe et elle a une courbure proximale qui est convexe en dehors. OK? Donc là, c'est légèrement convexe. Et on a une courbure distale qui va être convexe en dedans, donc concave en dehors. Donc retenez bien, ça a la forme d'un S italique. Je vais essayer de vous le... Je ne sais pas si on peut vous noter. Non. Ah voilà. Tac. Donc, si vous regardez, si vous prenez un S, OK, eh ben là, ça va être creux, creux à l'extérieur. Donc, ça va être convexe en dehors et concave en dedans. Et donc, ça, c'est pour la partie supérieure. Et pour la partie inférieure, ça va être convexe en dedans et concave en dehors. Est-ce que tout le monde a bien compris? Parce que ça, c'est très, très important. Oui, c'est bon? Oui. Allez, super. Très bien. Donc voilà, on a fini pour le squelette de l'avant-bras. Maintenant, on va passer au squelette de la main. Donc, le squelette de la main, c'est principalement des schémas. OK? Il n'y a pas grand-chose à connaître dessus.
simplement savoir que le squelette de la main, il est constitué de 4 choses. Il est constitué du carpe, du métacarpe, des phalanges et d'une dernière chose, c'est ce qu'on appelle les os sésamoïdes. Donc, le carpe, c'est directement ce qui va être en contact avec le squelette de l'avant-bras. Et si vous remarquez bien, ce carpe, il présente énormément de petits os. Donc, ces os-là, ils sont à connaître. Il y en a 8. Donc, je ne vois plus votre partage d'écran. Comment? Je ne vois plus votre partage d'écran. Tu vois plus mon partage d'écran ou tu... On ne voit plus vous et votre partage d'écran. Alors, attends. Une seconde. Moi, je le vois. Moi aussi, je le vois. Ouais, moi aussi. Bon, bah, ça doit être moi, alors. Ouais, essaye peut-être de sortir de la réunion après de rentrer. Comme ça, peut-être la diapositive, elle réapparaît. Tu me dis si tu vois rien. C'est bon. C'est bon, super. Allez, très bien. Donc, je vous disais que dans le carpe, il y avait 2 rangées. Donc, il y avait 2 rangées d'os. Et ces os, ils sont directement en contact avec le radius et l'ulna. Donc, il faut connaître leur nom et surtout ne pas se tromper. Donc, le 4, c'est ce qu'on va appeler le scaphoïde. OK? Donc, ce scaphoïde, il va s'articuler avec le radius. Retenez que c'est presque quasiment le seul os important du carpe parce que cet os-là, c'est cet os qui est très exposé aux fractures. C'est l'os qui est le plus volumineux, qui est le plus latéral, le plus en dehors. Donc, c'est l'os le plus vulnérable. Ensuite, on a en 5 le lunatum. C'est un deuxième os qu'on appelle aussi semi-lunaire. Ensuite, on a un troisième os qu'on va appeler le triquetrum. Donc, c'est des noms qui sont très barbares, mais à retenir, scaphoïde lunatum triquetum. Et sur ce triquetum, on a un petit os, tout petit, qu'on va appeler l'os pisiforme. OK? Donc, retenez, dans la rangée proximale, scaphoïde lunatum triquetum pisiforme. Dans la rangée distale, on a 4 os aussi, donc de dehors en dedans, trapèze, trapézoïde, pour 8 et 9, capitatum, amatum. OK? Moi, je retenais ça comme une récitation. Donc, scaphoïde, lunatum, triquetum, pisiforme, trapèze, trapézoïde, capitatum, amatum. OK? Voilà, rien de particulier à dire dessus. On va passer maintenant au métacarpe. Donc, le métacarpe, c'est, si vous voulez, ces 5 os allongés. Donc, attention, ce n'est pas des os longs, bien qu'on vous dit dans le polycope que ces os, ils comportent une extrémité proximale, une extrémité distale et une diaphyse. Ce n'est pas des os longs. Attention, c'est des os allongés. C'est comme la clavicule. D'accord? Donc, ce métacarpe-là, il est composé de 5 os qui sont numérotés de 1 à 5. Alors, retenez bien une chose, et ça, c'est très embrouillant, c'est que pour le squelette de la main, d'accord, l'os numéro 1, donc le métacarpien numéro 1, il est situé en dehors. OK? Là, je vous dis que c'est en dehors parce que le pouce, en position anatomique, je ne sais pas si vous avez fait le premier chapitre d'anatomie, mais on vous dit que en position anatomique, donc la position de référence dans vos cours d'anatomie, c'est un homme qui est placé debout, les bras pendant le long du corps et les pouces vers l'extérieur. Donc, pour le squelette de la main, le pouce, c'est considéré comme l'os numéro 1. Okay? Alors que pour le squelette du pied, le pouce, donc le grand orteil, c'est considéré comme l'os numéro 1 aussi. Alors qu'il y en a en général, alors qu'en position anatomique, le grand orteil, il est plutôt en dedans
et le pouce, il est plutôt en dehors. Donc, retenez ça. Des fois, ça peut vous perturber. Et mon année au concours, c'était tombé. Les os de la main sont numérotés de dehors en dedans. C'est vrai. Alors que les os du pied sont numérotés de dedans en dehors. OK? Très bien. Alors, donc ces métacarpiens, ils sont séparés par ce qu'on appelle des espaces interosseux. Donc, entre chaque métacarpien, il y a un espace et ils vont s'articuler avec les phalanges. OK? Alors, je ne sais pas, c'est pas moi qui ai fait les diapositives, mais il faudrait corriger ici. Ce n'est pas des os longs, c'est des os allongés, diaphyse et deux extrémités, il n'y a pas de deux épiphyses. OK. Maintenant, on va passer aux phalanges. Donc, les phalanges, c'est eux qui vont former les segments osseux du doigt. Et chaque doigt, il comporte 3 phalanges. Donc, chaque doigt, il a 3 phalanges, à l'exception du pouce. Le pouce, il a son métacarpien, il a une phalange proximale et une phalange distale. OK? Donc, il y a des noms à connaître. Donc, les phalanges, ils s'articulent avec les métacarpiens au niveau des articulations métacarpophalangiennes. Ils s'articulent avec, et si vous voulez, et pour former le doigt, il faut qu'il y ait 2 articulations. Une métacarpophalangienne, une interphalangienne proximale et une interphalangienne distale. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir dessus. Retenez que chaque phalange, elle a une tête, un corps et une base. Il y a des phalanges proximales, des phalanges moyennes et des phalanges distales. Dernier point de ce cours, c'est les os sésamoïdes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un os sésamoïde? Un os sésamoïde, c'est un os qui n'a aucune fonction propre en soi. C'est des os qui servent à rien, entre guillemets, et qui sont noyés au niveau des ligaments, au niveau de l'appareil tendineux de la main. Okay, donc, c'est des os qui sont engainés dans les tendons. On en a tous quasiment. Donc, c'est des petites billes d'os qu'on retrouve au niveau des articulations proximales. Et il faut savoir une chose, c'est que ces os sésamoïdes, on peut les retrouver de partout au niveau de la main, mais il y a une grande variabilité anatomique. C'est-à-dire que moi, probablement, je vais avoir, je ne sais pas, un os sésamoïde au niveau du petit doigt, alors que chez vous, peut-être que vous n'en avez pas. OK? La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que les os sésamoïdes de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, ils sont constants. Okay, et on en a toujours 2. Donc, tout le monde a 2 os sésamoïdes de la métacarpophalangienne du pouce. C'est ce qu'on va appeler les sésamoïdes médiales et les sésamoïdes latérales. Et ça peut paraître un détail, mais c'est déjà tombé en annales. Donc, retenez que dans la métacarpophalangienne du 5e doigt, on a presque quasiment jamais d'os sésamoïde. Dans la métacarpophalangienne de l'index, on a un os sésamoïde, mais il est inconstant. Et dans la métacarpophalangienne du pouce, on a 2 os sésamoïdes qui sont constants. C'est ce qu'on appelle les os sésamoïdes médial et latéral. OK? Voilà. Donc, pour les QCM, on en avait fait déjà une bonne partie la semaine dernière. On va directement passer au QCM 4 et au QCM 5. Donc ici, on a un QCM sur une planche du radius. Donc, item A, cet os est plus court que l'ulna. Alors, est-ce que le radius, il est plus court que l'ulna? Ben, ça, c'est un peu piégeux parce que, si vous voulez, dans la partie sur le radius, on ne vous a jamais dit qui était l'os le plus long. Mais dans la partie sur l'ulna, on vous a dit que l'ulna, c'est un os long et bilatéral qui dépasse le radius en haut. Donc,
pour cette question, le radius est plus court que l'ulna, ben, c'est un item qui est vrai. Donc, le radius est bien plus court que l'ulna. B, cet os dépasse en dehors et en bas l'ulna. Donc, ça, c'est vrai. Je vous rappelle que le radius, il est situé en dehors de l'ulna. Et je vous rappelle que la styloïde du radius, donc la partie la plus inférieure du radius, elle est située plus bas que l'ulna. OK. 14 s'articule avec toutes les os de la première rangée du carpe. Donc, 14, je vous rappelle que c'est la partie inférieure du radius, ok? Donc la partie inférieure, la face inférieure de l'extrémité distale du radius, et elle est articulaire seulement avec le scaphoïde et avec le lunatum. Retenez une chose, c'est que aucun os ne peut s'articuler avec l'os pisiforme, parce que l'os pisiforme, c'est un petit os qui sert à rien, qui est situé ici, au niveau 7, et il s'articule avec aucun autre os, à part l'os trichetum sur lequel il repose. OK. 13 est oblique en bas et en dehors. Donc 13, je vous rappelle que c'est le col du radius. Et ici, on vous donne un schéma qui vous stipule précisément l'inverse. Puisque vous voyez que le 13, il est plutôt situé vers l'intérieur. Il descend en bas et en dedans. OK. 7 est le sommet de la courbure pronatrice. Alors 7, c'est la tubérosité du radius et c'est le sommet de la courbure supinatrice. Le sommet de la courbure pronatrice, elle est formée par le ligament rond pronateur et ce ligament rond pronateur, il va s'articuler au niveau de la face du bord antérieur du radius qui est situé au niveau du numéro 4. Donc les réponses correctes, c'était AB. OK? Donc ça, c'est pour le squelette du membre thoracique. Il nous reste un quart d'heure et on va passer au squelette du membre pelvien. Donc, on va essayer de faire on va essayer, c'est un peu long, donc on va essayer d'aller assez vite. Donc, le squelette du membre pelvien, c'est le 3e cours d'ostéologie que vous allez avoir. OK? Donc, vous avez 8 heures d'ostéologie. Il y en a deux cours qui sont présentés par le professeur Genoun. Donc, les 2 cours présentés par le professeur Genoun, c'est les 2 parties du squelette du membre thoracique. Et il y a 2 cours qui sont présentés par le professeur Champsor. Le professeur Champsor, c'est le professeur que vous allez avoir en fait, c'est le professeur responsable de la matière. Donc, si vous voulez, c'est lui qui va vous écrire les QCM pour le concours. Donc, il faut surtout participer à ces cours parce que c'est probablement la personne qui va rédiger les QCM. Et des fois, en cours, il fait des petites allusions. Donc, il faut aller à ces cours. Donc, le squelette du membre pelvien, c'est un squelette qui a une fonction totalement différente du squelette du membre thoracique. Le squelette du membre pelvien, déjà, c'est un squelette qui n'est pas là pour nous permettre de saisir les objets. Okay? Le squelette du membre pelvien, il n'a pas une fonction dynamique. Le squelette du membre thoracique, il a une fonction dynamique. Il nous permet de saisir des objets, d'avoir des mouvements très complexes, alors que les mouvements du membre pelvien, ils ne sont pas du tout complexes. Extension, flexion, c'est tout ce qu'on peut faire avec le membre pelvien. On ne peut pas faire tourner notre membre pelvien, on ne peut pas saisir des objets avec. Ok, donc le membre pelvien, retenez qu'il a une fonction qui est statique. Deuxième chose qu'on peut constater sur ce membre pelvien, c'est qu'il constitue à peu près 20% du poids du corps, ce qui est énorme, ok, contrairement au membre thoracique qui est beaucoup plus léger. Donc le squelette du membre pelvien, il a une fonction statique de soutien du tronc. OK? Donc, ce membre pelvien, on vous dit dans le polycope qu'il est beaucoup plus massif, qu'il est beaucoup plus rigide que le squelette du membre thoracique.
Donc, il va comporter 4 segments, ce squelette du membre pelvien. Donc, ces 4 segments, ils sont représentés par, tout d'abord, un segment supérieur. Le segment supérieur, c'est l'os du bassin. Donc, tout simplement le bassin. Ensuite, le deuxième segment, ça va être le fémur. Donc là, je ne vous le représente pas. Le fémur, c'est ce qui est représenté par la flèche numéro 5. Ensuite, on a le squelette de la jambe. Donc, le squelette de la jambe, il comporte 2 os, le tibia en dedans et le péroné en dehors. Et le quatrième segment, c'est le squelette du pied. Et le squelette du pied, il comporte le tarse, le métatarse et les phalanges. Alors, retenez bien, pour la main, on va parler de carpe, alors que pour le pied, on va parler de tarse. OK? Carpe et tarse. Très bien. Donc, le premier os de ce squelette du membre pelvien, c'est l'os coxal. OK? Donc, l'os coxal, c'est l'os qui va nous permettre de former le bassin. Retenez bien une chose, c'est que contrairement à la ceinture scapulaire, donc la ceinture scapulaire, c'est elle qui va permettre de faire le lien entre la colonne vertébrale et l'humérus. Donc, cette ceinture scapulaire, elle avait 2 os. Elle avait la clavicule et elle avait la scapula. Maintenant, ce squelette du membre pelvien, cette ceinture pelvienne, elle va comporter qu'un seul os. Cet os, c'est l'os coxal. Cet os coxal, il va représenter à lui seul, la ceinture pelvienne. OK? Alors, un petit piège qu'on va toujours vous faire tomber dans les QCM, c'est qu'il y a une grande différence entre la ceinture pelvienne et le bassin. OK? Le bassin, c'est un ensemble qui est formé de 3 os. Donc, le bassin, c'est l'os coxal droit, l'os coxal gauche et le sacrum. Donc, c'est 3 choses, 3 pièces osseuses. Alors que la ceinture pelvienne, la ceinture du pelvis, c'est seulement l'os coxal. OK? Très bien. Donc, l'os coxal, c'est un os qui est très particulier, qui est assez difficile à appréhender parce qu'il a une morphologie qui est assez particulière. Si vous remarquez bien, il a un aspect un peu déformé. Dans le polycope, on vous dit qu'il a un aspect chantourné. Je ne sais pas d'où ça vient, mais si vous remarquez bien, il a un aspect un peu en forme de sablier, si vous voulez. Il est large en haut, il se rétrécit, et en bas, il se réouvre. OK? Donc, c'est un os qui est plat. D'ailleurs, cet os-là, c'est l'os qui est le principal responsable de la production de moelle osseuse. C'est pour ça, lorsque les gens ont des néoplasies, ont des cancers de la moelle osseuse, eh ben, où est-ce qu'on va faire les analyses? On va faire les analyses dans l'os coxal. Et si vous voulez, pour faire ces analyses-là, on va aller creuser dans l'os coxal et on va tomber sur de la moelle. Donc, retenez bien une chose, c'est que l'os coxal, c'est un os qui a comme fonction de produire des cellules sanguines. Parce que je vous rappelle que les cellules du sang, ça vous allez le revoir dans le cours d'anatomie numéro 5, appareil circulatoire, les cellules du sang, où est-ce qu'elles sont produites? Eh bien, elles sont produites dans l'os. Ça paraît absurde, mais retenez-le. Lorsque vous ouvrez votre os, vous coupez votre os en deux, eh bien, vous n'allez pas tomber sur du dur, sur du minéral, vous allez tomber sur du sang. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, cet os, il a une forme de sablier chantourné à axe vertical et il comporte 3 parties. Donc, il comporte une partie supérieure, large. Donc, c'est ce qu'on va appeler l'aile iliaque, qui est ici. Okay. Cette aile iliaque, elle va en avant et en dehors. Donc, elle est excavée. Okay. Elle va vers l'extérieur, comme 2 ailes qui partent vers l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la partie iliaque de l'os coxal.
Ensuite, on a une partie moyenne rétrécie et qui est creusée par une cavité qu'on va appeler l'acétabulum. Donc, cet acétabulum, c'est cette forme de fer à cheval dans lequel la tête fémorale va venir s'insérer. On a une partie inférieure, c'est ce qu'on appelle le foramen obturé, dans un plan oblique en avant et en dedans. Donc, ce foramen obturé, il va rentrer vers l'intérieur. Alors, pourquoi l'os coxal a cette forme-là? Eh bien, tout simplement parce que l'os coxal, c'est l'os du bassin. Et vous savez que dans le bassin, on a énormément d'organes. Chez l'homme, on a la vessie et le rectum. Et chez la femme, on a 3 organes. La vessie, l'utérus ou le vagin, en fonction de l'anatomie, et le rectum. OK? Donc, c'est pour ça que, retenez bien une chose, c'est que chez la femme, les os coxaux, eh ben, ils vont être plus évasés. Si vous voulez, le bassin il va être plus large que chez l'homme. C'est normal, les femmes, elles ont un 3e organe, nous, on n'en a que 2. C'est normal que leur bassin soit plus large. OK? Donc ça, c'est pour ce qui est des ailes iliaques. Les ailes iliaques chez la femme, elles sont plus déjetées vers l'extérieur. Ensuite, on a ces foramen obturés. Et si vous remarquez bien, ces foramen obturés, ils sont troués. Pourquoi ils sont troués? Eh bien, pour la simple et bonne raison que dans ces foramen obturés, on va avoir la vessie. OK? Donc la vessie, c'est, si vous voulez, la vessie, c'est un réservoir qui fait à peu près 300 millilitres, qui fait 300 millilitres de volume. Et pendant les phases de stockage, donc les phases de remplissage de la vessie, cette vessie, elle va se dilater. Et si elle se dilate dans un environnement qui est fermé, eh ben, elle ne pourra pas se dilater. C'est pour ça que la nature, elle est bien faite. Et elle a fait 2 trous, de part et d'autre du bassin, dans lequel la vessie va pouvoir s'ouvrir et se fermer, enfin se remplir et se vider en fonction des phases de stockage et des phases de miction. Très bien. Donc, cet os coxal-là, il va comporter principalement 4 bords. OK? Donc, on a le bord supérieur. Donc, le bord supérieur, il n'y a pas tellement de choses à retenir. C'est que le bord supérieur, il va former ce qu'on appelle la crête iliaque. Donc, si vous voyez, c'est bien en forme de crête, on dirait une crête de coq. Et ce bord supérieur, il va s'étendre de la partie antérieure. Donc, il va de ce qu'on appelle l'épine iliaque antéro-supérieur à l'épine iliaque postéro-supérieur. OK? Donc, il a une forme un peu contournée, donc il forme un relief palpable. Il est convexe vers le haut et il présente le tubercule glutéal. Donc, ce tubercule glutéal-là, ou tubercule des muscles fessiers, c'est un tubercule sur lequel va s'insérer les muscles fessiers, tout simplement, les muscles des fesses. Ensuite, on a le bord inférieur, c'est ce qu'on appelle la branche ischio-pubienne. Il n'y a rien de particulier à connaître. Donc, l'ischium, il est ici. Et donc, l'ischium, si vous voulez, c'est ça. Hein. Et le pubis, c'est ça. Donc, ça, c'est la branche ischio-pubienne. Et ensuite, on a 2 bords. Alors, ces 2 bords, ils sont particulièrement difficiles à retenir parce qu'il faut tout connaître ce qu'il y a sur ces 2 bords. OK? Donc, sur le bord antérieur, on a l'épine iliaque antéro-supérieur. Ensuite, on a l'épine iliaque antéro-inférieure. OK? Donc, épine iliaque, une épine ici, une épine ici. Donc, retenez bien que l'os coxal, il est composé de 3 parties. Ça va vous permettre de bien retenir les schémas. Partie supérieure, l'ilion. Partie antérieure, le pubis. Partie postérieure et inférieure, l'ischium. OK? Retenez, ischium, c'est là où s'insèrent les muscles ischio-jambiers. Donc, sur le bord antérieur, on a l'épine iliaque antéro-supérieure. Épine parce que c'est une épine, iliaque c'est parce qu'elle est sur l'ilion, antéro parce qu'elle est antérieure et supérieure parce qu'elle est supérieure.
épiniliaque antéro-inférieur, c'est pareil. Entre les deux, on a l'incisure interépineuse antérieure. C'est ce qu'on va appeler aussi l'échancrure interépineuse ou l'échancrure innominée. Pourquoi innominée? Eh bien, tout simplement parce que elle n'a pas de nom. Okay. Ensuite, on a l'échancrure du muscle psoas. Cette échancrure du muscle psoas, elle est située entre l'épiniliaque antéro-inférieur et l'éminence iliopubienne. Iliopubienne parce que on est à la jonction entre l'ilium et le pubis. Ok. Ensuite, on a le pecten du pubis, ce qu'on va appeler aussi la surface pectinéale. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le tubercule pubien. Sur les légendes, il ne vous est pas mis. Mais ce tubercule pubien, il est très, très simple à se situer. Pourquoi? Parce qu'on peut le palper. Lorsque vous touchez votre ceinture, eh ben, ce pecten du pubis, donc ce tubercule pubien, vous pouvez le palper. Et ensuite, on a l'angle du pubis. Donc ça, c'est pour ce qui est du bord antérieur. Pour le bord postérieur, c'est pareil. On a des épines, on a des creux, on a des incisures, et il faut tous les connaître. Donc, on a l'épiniliaque postéro-supérieur. Facile pour l'instant. L'épiniliaque postéro-inférieur, qui est là. Entre les deux, pareil, échancrure interépineuse. Donc, retenez bien. Pour le bord postérieur, on va appeler ça l'échancrure interépineuse, alors que pour le bord antérieur, on va appeler ça l'échancrure innominée. OK? Ensuite, on a la grande échancrure ischiatique. Très simple, c'est la plus grande. Donc, grande échancrure ischiatique, c'est ce gros trou-là, qui est ce gros creux-là, qui est situé au niveau de l'ischio. Ensuite, on a l'épine ischiatique, qui est juste ici. Et ça, c'est un repère du col utérin et du cap anal. Donc, probablement que ça ne doit pas vous dire grand-chose, mais c'est très intéressant parce que lorsque les chirurgiens ils vont venir faire de la chirurgie, et par exemple, ils vont vouloir, je ne sais pas, pour quelqu'un qui a une tumeur du col de l'utérus, enlever l'utérus, et ben, pour savoir, pour un peu connaître la limite de séparation entre le vagin et l'utérus, c'est pas tout le temps évident, et ben, ils se servent de ce repère anatomique. Ils savent qu'au moment où ils ont trouvé l'épine sciatique, et ben, cette épine sciatique, c'est là où on va avoir la séparation entre le vagin et l'utérus. OK? Ensuite, on a la petite échancrure ischiatique et la tubérosité ischiatique. OK? Très bien. Parfait. Donc, ça, c'est pour ce qui est des bords. Maintenant, on va passer aux faces. Donc, on a deux faces, une face latérale et une face médiane. Donc, la face latérale, c'est celle qui est située vers l'extérieur. Cette face latérale, elle va comporter trois choses. Donc, elle va comporter une face glutéale, donc une face, entre guillemets, fessière, une face acétabulaire, enfin, une partie acétabulaire, et le foramen obturé. Donc, sur la face glutéale, donc la partie glutéale de la face latérale, on va retrouver deux choses. On va retrouver deux lignes, les lignes glutéales postérieures et les lignes glutéales antérieures. Donc retenez bien que la ligne glutéale postérieure, c'est la plus petite, et la ligne glutéale antérieure, c'est la plus grande. Ensuite, on a l'acétabulum. Pardon, juste pour terminer sur cette face glutéale. Sur cette face glutéale, on a un petit sillon qui est représenté par le numéro 4, c'est ce qu'on appelle le sillon supra-acétabulaire. Okay? Donc, sur ce sillon supra-acétabulaire vont s'insérer tous les moyens de soutien de l'articulation coxo-fémorale. D'accord? Donc, il y a le fémur qui est bien maintenu dans la cavité acétabulaire, mais il y a aussi autour de cette articulation, il y a plein de tendons, de ligaments, etc. Parce que retenez bien qu'à chaque fois que vous faites un pas,
eh ben, sur votre fémur, il y a à peu près, en fonction de votre poids, entre 70 et 90 kilos qui lui sont appliqués. Donc, c'est énorme. Et pour stabiliser tout ça, il y a des sillons et des ligaments, des tendons et des ligaments. Ensuite, on a l'acétabulum. Donc, l'acétabulum, c'est une cavité sphéroïde qui est profonde, qui est cernée par le sillon supraacétabulaire et par le limbe de l'acétabulum. Alors, retenez bien une chose, c'est que là, on a l'acétabulum, c'est comment dire ça? C'est l'ensemble qui est formé par les éléments 24 et 25. OK? 24 plus 25 égale acétabulum. OK? 24, c'est ce qu'on va appeler la surface semi-lunaire, et 25, c'est ce qu'on va appeler la fosse de l'acétabulum. Ce qui est très contre-intuitif, c'est que la surface articulaire, c'est la surface périphérique. La surface centrale, elle n'est pas du tout articulaire. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est hyper bizarre parce que la tête du fémur, elle est complètement recouverte de cartilage. Et a priori, il n'y a que sa partie périphérique qui est articulaire. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. Bon, retenez juste que périphérique égale articulaire, centrale égale non articulaire. Donc, cette face semi-lunaire, elle a une forme de croissant, une forme de fer à cheval, qui est ouvert vers le bas, et c'est une surface qui est articulaire et qui est recouverte de cartilage. Okay? La fosse centrale, c'est la fosse de l'acétabulum. Elle est non articulaire, donc elle ne comporte pas de cartilage, et elle est en continuité avec la surface périphérique. OK? Très bien. Donc, retenez une chose, c'est que les fractures de l'acétabulum, donc les fractures de cette partie-là du bassin, elles sont très rares et en général, elles surviennent lorsqu'on a envoyé un gros coup sur le fémur. Donc, par un effet, si vous voulez, de transmission des forces, lorsqu'on va envoyer un gros coup sur le fémur dans un accident de voiture ou lorsqu'on aura un traumatisme, on va retomber sur notre fémur. Le fémur, la tête du fémur, elle va rentrer dans l'acétabulum et c'est là que l'acétabulum va se fracturer, mais c'est très rare comme fracture. OK? Troisième partie de cette face latérale, c'est le foramen obturé. Donc, le foramen obturé, il est, si vous voulez, limité par en haut l'acétabulum. OK, donc, ce trou-là qu'on va appeler le foramen obturé, en haut, il a l'acétabulum. En avant, il a le pubis. Et en bas, il a l'ischyum. OK? Comme je vous ai dit, dans ce foramen obturé, on a la vessie. OK? Donc, la vessie, elle se projette dans ce foramen obturé. C'est pour ça que les fractures du foramen obturé, en général, lorsqu'on a une fracture du foramen obturé, une des choses, c'est qu'on a une hématurie. Qu'est-ce que c'est une hématurie? Comme son nom l'indique, héma, ça vient de hémato, c'est-à-dire on a du sang, urie dans les urines. Lorsqu'on a une fracture du foramen obturé, il se peut qu'il y ait une partie, si votre os il est éclaté en 1000 morceaux, c'est possible qu'il y ait un morceau qui est rentré, qui a percé la vessie, qui a pété un vaisseau sanguin et qui ait du sang dans la vessie. C'est pour ça qu'un des signes de la fracture du foramen obturé, c'est d'avoir du sang dans les urines, c'est ce qu'on appelle une hématurie. OK? Dernière chose qu'il faut retenir, c'est ce qu'on va vous appeler le cintre cervico-obturateur. Donc, de manière physiologique, le bord supérieur du foramen obturé, il va prolonger harmonieusement en dedans le bord inférieur du col fémoral, ce qui va dessiner le cintre cervico-obturateur. Donc là, je vous l'ai représenté. Donc, si on prend le col du fémur, du fémur, on remarque qu'il y a une parfaite, si vous voulez, continuité entre le col du fémur et le bord inférieur
de l'acétabulum. C'est ce qu'on va appeler le cintre cervico-obturateur. Donc, c'est un peu la forme d'un cintre. OK? Donc, ce cintre, ça nous montre que notre fémur, il est bien en place. Lorsqu'on a une rupture de ce cintre, donc lorsque le cintre cervico-obturateur il est rompu, eh ben, ça signifie qu'on va avoir une luxation, une fracture du col anatomique du fémur. Lorsqu'on a une fracture complète du col anatomique du fémur, eh ben, ce cintre il va se déplacer. Peut-être qu'il y a une partie du fémur qui va remonter vers le haut parce qu'il va être attiré par les muscles. Il y a une partie de l'acétabulum qui va être attirée vers le bas. Donc, il va avoir, si vous voulez, une rupture de cette face-là. Très bien. Donc, ça, c'est pour ce qui est la face latérale. Donc, c'est la face extérieure de l'os coxal. Maintenant, on va passer à la face intérieure. La face intérieure de l'os coxal, elle est divisée en deux par une crête qui descend en bas et en avant. C'est ce qu'on appelle la ligne arquée de l'ilium. OK? Donc, cette ligne arquée de l'ilium, c'est elle. On va appeler aussi ça la ligne innominée. Donc, c'est ça, hein, la ligne arquée, c'est ce qui est représenté par la flèche numéro 28. Donc, cette flèche numéro 28, c'est elle qui va nous faire la séparation entre le détroit supérieur du petit bassin et le détroit inférieur du petit bassin. Alors, en quoi ça nous intéresse? Si vous voulez, le détroit supérieur du petit bassin, lorsqu'une femme va accoucher, c'est là qu'on va définir l'engagement. Okay? C'est-à-dire qu'à partir du moment où la tête du bébé elle est au-dessus de cette ligne arquée de l'ilium, eh ben, on va considérer que le fœtus il n'est pas encore engagé. À partir du moment où il a dépassé la ligne arquée de l'ilium, c'est là où on va considérer que l'accouchement a commencé parce qu'on a dépassé le détroit supérieur du petit bassin. OK? Donc, au-dessus de cette ligne arquée, on a en avant la fosse iliaque, qui est ici, en 29, et en arrière, on a la surface articulaire avec le sacrum, qui est représenté en 26. Au-dessous de cette ligne, on a le foramen obturé, comme je vous l'ai dit. On a le sillon obturateur. On a donc le sillon obturateur, c'est ce qui va délimiter le foramen obturé. Hein. On a le corps du pubis. Le corps du pubis, il est représenté en 21. Et on a la face pelvienne de l'ischyum, qui est représentée en 20. OK? Très bien. C'est tout ce qu'il y a à peu près à retenir sur l'os coxal. Voilà. On va s'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui. Et je pense qu'il va falloir que vous débrouillerez. Enfin, il va falloir qu'on fasse probablement une prochaine session où on verra comment on pourra s'organiser pour terminer ce cours sur le squelette du membre pelvien. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et voilà, je vous souhaite bon courage pour votre grand oral. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.